9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h avec deux livres passionnants, donc deux auteurs aussi, et deux visions différentes passionnantes. Pas forcément, évidemment, d'accord entre eux. Frédéric Salabarou, qui vient d'écrire avec Éric Hazan, Révolution par les territoires, aux éditions de l'Observatoire. Bonjour, Frédéric Salabarou. On vous connaît bien parce que, évidemment, vous avez été secrétaire général à la présidence de la République il y a quelques années. Bien sûr, c'était avec un certain Jacques Chirac, bien sûr. Et Pierre Bendatta, La malédiction du vainqueur, c'est aux éditions aussi de l'Observatoire, décidément. Nous faisons la pub de l'Observatoire ce matin. Très bien, il y a deux livres. Et comme quoi, en fait, voilà, il y a une liberté d'expression, parce que vous n'êtes pas tout à fait sur le même registre. Pourquoi est-ce que nous croyons que l'Occident est décadent? Vous êtes professeur d'économie et conférencier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais, donc deux livres passionnants avec deux visions différentes. Franchement, je conseille en fait à tous les auditeurs, parce que souvent on se dit, ah oui, mais alors des essais, c'est pas accessible et tout. Là, ça se lit très bien. La preuve, c'est que j'ai pu les enchaîner en fait hier soir et je suis encore en pleine forme ce matin. Donc tout va bien. Alors déjà, il faut définir ce qui est peut-être un peu l'Occident et la décadence, quoi. Hein, c'est ce que vous essayez effectivement de définir ça, Pierre Bendatta. Oui, j'essaye de définir d'abord l'Occident, parce qu'en fait, il y a des dizaines de livres sur la décadence de l'Occident, mais en fait, quand on va chercher dans le détail, on s'aperçoit que personne ne le définit. Donc on met un voile pudique sur ce qu'on va ensuite critiquer, ce qui est quand même vraiment étrange dans ces différents essais. Et donc j'ai essayé d'en donner une définition, en m'apercevant que c'est pas un espace qui est vraiment géographique, bien qu'il y ait des racines qui viennent de la vieille Europe. Et il m'a semblé qu'en fait, ce qui définissait le mieux l'Occident, c'est une attitude vis-à-vis des individus. C'est la volonté d'émanciper les individus, de faire de l'individu un absolu. Et ça se concrétise par des institutions particulières, la démocratie et le marché, globalement. Oui, la démocratie et le marché. L'économie, là, vous êtes peut-être un peu d'accord, Frédéric Salabarou, non, sur cette définition? Je pense oui, bien sûr, sur la définition de l'Occident, c'est d'abord des valeurs. Ouais. Donc c'est toute la philosophie des Lumières qui se traduit dans la démocratie, dans la liberté, et notamment la liberté de marché, qui est essentielle. Donc oui, effectivement, moi je trouve que le livre tel qu'il est, votre livre, est intéressant parce qu'il pose les choses, non pas à partir des chiffres, de l'économie, etc., mais à partir des fondamentaux. Et ça permet de réfléchir avec des questions qui sont importantes aujourd'hui. Je ne crois pas que l'Occident soit en déclin. Il est concurrencé en plein bouleversement. Et il y a peut-être désormais deux Occidents, c'est-à-dire l'arrivée du couple Trump-Musk est en train aussi de poser cette question. En tout cas, incontestablement, l'Occident est le centre des débats. Non mais c'est vrai. On a l'impression qu'à l'intérieur même de l'Occident, alors c'est l'Europe, l'Amérique, globalement, et ses valeurs, il y a un clivage, quoi. Et donc on a plusieurs lectures en fait du monde aujourd'hui, quoi. Entre vous serez aussi probablement d'accord sur ce point, d'un côté la Chine, l'Inde, etc. En fait, puis l'ensemble de ce qu'on appelle des pays du Sud, et puis l'Occident divisé en deux, quoi, non, Frédéric Salabarou? Il y a d'abord l'Occident concurrencé, puisque la conversion de la Chine, de l'Inde, des pays du Sud à la logique de marché au tournant des années 80, début des années 2000, fait qu'il n'y a plus d'homogénéité, démocratie va avec le marché, mais les choses peuvent être partagées. Donc ça, c'est un changement considérable. Deuxièmement, il n'y a pas de déclin de l'Occident, mais il y a eu des erreurs. Quand on bascule dans ce que j'appelle la religion de l'économisme, c'est-à-dire considérer que tout est marché, même la rencontre amoureuse, tout le devient, avec ce que ça veut dire comme assèchement et comme crise morale, mais aussi comme erreur. C'est-à-dire la logique consiste à dire à ce moment-là, il faut délocaliser parce que c'est moins cher en Chine, et qu'on se retrouve avec ce qui va plonger l'Occident dans une crise, c'est-à-dire la perte de l'industrie, l'entrée en crise des classes moyennes, notamment des classes moyennes qui travaillaient dans l'industrie, et c'est valable aux États-Unis comme c'est valable chez nous. C'est pas que l'Occident soit en déclin, c'est qu'elle a commis des erreurs lourdes, et à l'intérieur, il y a
plusieurs composantes de l'Occident. Et notamment, on va y revenir sur, par exemple, sur la technologie. Alors là, c'est pour l'Europe et la France. Hein. Vous dites qu'on a raté le train, là, grosso modo. Tout le monde est dans la même crise, c'est-à-dire la crise des délocalisations. Et le livre de J.D. Vance, c'est passionnant pour ça, pour les États-Unis. Mais les États-Unis ratent pas la révolution de la tech, alors que nous, on la rate. C'est pour ça qu'on est aussi en danger. Et le phénomène Trump est un phénomène passionnant, parce que c'est une réaction de l'Occident concurrencé qui vacille et qui dit maintenant c'est terminé. C'est-à-dire on se fait plus cracher dessus par les wokistes, on se fait plus concurrencer, il l'estime, de manière déloyale, et donc il y a cette réaction. La question qui est posée, c'est que est-ce que cette réaction est conforme aux valeurs de l'Occident, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui se crée, qui va fracturer le monde occidental? Ce que dit Trump, c'est qu'au fond, c'est même pas que tout soit marché, c'est que tout est business. Et ça, est-ce que c'est juste? En tout cas, c'est une révolution qui fait qu'on, là, pour la première fois, on rentre dans le 21e siècle. Oui, et on semble être à un tournant, quoi. Pierre Bentata, vous êtes d'accord avec ça? On est quand même à un tournant, nous, l'Occident, alors déclin ou pas déclin, décadent ou pas décadent? Oui, un tournant, oui. Je l'analyserai pas en disant qu'on a commis des erreurs, mais je pense qu'il y a eu effectivement, et Trump en est la matérialisation, il y a eu un impensé des effets de la globalisation et ce que Nicolas Bouzeau appelait le chagrin des classes moyennes. On n'a pas pensé en fait à l'impact que pouvait avoir la globalisation sur cette classe qui était la classe de l'industrie et qui connaissait des progressions de carrière fortes sans avoir besoin de beaucoup de diplômes. Cette transition dans l'économie de la connaissance, on l'a pas vue. Donc ça, c'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable quand vous regardez les travaux des politiques, les économistes. Oui, mais quand vous regardez les travaux, il y a plusieurs choses, mais quand vous regardez les travaux des économistes de l'époque, on s'est dit que ça allait se faire un peu tout seul. Et dans le même temps, on a eu quand même des systèmes politiques dans toutes les démocraties qui se sont concentrés tellement sur la classe la plus pauvre qu'on n'a pas vu qu'on était en train en même temps de marteler la classe moyenne et de la bloquer dans sa progression. Là où, par contre, je pense pas que ce soit un signe de décadence, c'est que c'est un phénomène c'est un phénomène qui a eu lieu, mais on est beaucoup plus résilient pour arriver à comprendre ce qui se passe simplement parce qu'on met le doigt dessus que ce qu'on peut avoir ailleurs. Ensuite, sur le fait qu'on soit concurrencé, je pense et d'ailleurs on le voit bien, tous les débats portent uniquement sur le lien entre les États-Unis et l'Europe. Je pense que l'Occident reste vraiment le centre de toutes les attentions, ce qui est la preuve qu'il n'y a pas vraiment de décadence ici, mais qu'on voit deux modèles dans l'Occident commencer à apparaître, avec Trump qui est un modèle, à mon avis, illibéral et qui, d'une certaine manière, pour protéger le pays et favoriser la classe moyenne, finit par renier les valeurs fondamentales de la démocratie libérale. Alors, Frédéric Salabarou, vous n'avez pas tout à fait la même vision quand même de l'Europe qui aujourd'hui perd parce que là vous dites qu'elle est toujours aussi forte et l'Occident, elle perd quand même en influence en fait aujourd'hui dans le monde. Je vais y répondre, mais d'abord ce que vous disiez sur on n'a pas vu venir la révolution industrielle, mais aujourd'hui on a le même problème, mais en beaucoup plus massif. L'intelligence artificielle risque d'automatiser jusqu'à 1/3 des métiers, des services. Donc aujourd'hui, c'est même pas la tristesse des classes moyennes. Moi, je pense que les classes moyennes sont rentrées en martyrs pour plein de raisons, l'inflation, cette crise-là. Mais celle qui arrive, il faut la penser tout de suite. Parce qu'on a besoin de l'intelligence artificielle en termes de booster, de création de richesse, parce que sinon on ne peut pas financer notre modèle. Mais si on oublie la formation professionnelle, l'adaptation de tous ceux qui vont être touchés, on va définitivement fracturer et enterrer ce qui est la colonne vertébrale de nos sociétés. Donc là, on peut avoir commis des erreurs. Moi, je pense que ce que je dis toujours à mes enfants, commettre des erreurs, c'est pas grave. Et commettre une deuxième fois, c'est impardonnable. Et donc, là, on a l'enjeu maintenant. Alors après, l'Europe, oui, c'est aussi des chiffres. Au début des années 2000, 90-2000, l'Europe est au même niveau que les États-Unis en PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 40% de moins. La croissance américaine est 2 fois plus rapide que la croissance européenne. Les salaires augmentent 2 fois plus vite. Donc, il y a un phénomène de décrochage, mais la question aujourd'hui, c'est pas tellement de regarder en arrière, c'est que si ce décrochage s'accélère,
à ce moment-là, et moi j'emploie le terme, c'est le risque de tiers-mondisation. De l'Europe, c'est ce que vous dites. Tiers-mondisation demain de l'Europe. Oui, on va poursuivre, on va marquer une petite pause et on va poursuivre, Frédéric Salabarou et Pierre Bentata dans un instant. Et si vous voulez réagir, d'ailleurs, vous n'hésitez pas, 0826 300 300, la vérité en face, et cette vérité, cette réalité aujourd'hui. Et comment l'aborder? Alors avec des visions parfois un petit peu différentes. Nous abordons tout cela, évidemment, jusqu'à 10h. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, est-ce que l'Occident est décadent? Alors on a essayé de définir ce qu'était l'Occident et un peu aussi la décadence. Frédéric Salabarou et Pierre Bentata. Frédéric Salabarou, tout à l'heure vous avez dit l'Europe, si on ne se réveille pas, je schématise, mais on est en voie de tiers-mondialisation, notamment avec les nouvelles technologies, parce qu'on a déjà raté le premier train il y a 20 ans. Pierre Bentata, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Tiers-mondisation, je sais pas, mais c'est sûr qu'il faudrait pas rater une deuxième vague d'innovation qui, là, à mon avis, est vraiment une révolution industrielle. L'intelligence artificielle, quoi. Oui, l'apparition de l'IA, ça nécessite en fait d'être capable d'articuler les développements techniques avec leur application pratique. Sur le développement technique, on est très bon. Moi, je suis très étonné et ça participe du sentiment de décadence qu'on ne soit pas félicité davantage de l'apparition de Mistral, qui est vraiment une IA qui, pour le coup, est géniale. Oui, c'est tout petit, en fait, aujourd'hui. C'est pas grave. Ils n'ont quasiment pas de moyens. Non, mais ils le savent eux-mêmes, ils en sont conscients. Non, mais ce qui est impressionnant en termes de posture psychologique, c'est qu'on a été terrifié par DeepSeek, qui est quelque chose de très économique, mais qui est moins efficace. Et par contre, on ne s'est pas félicité de Mistral. Mais là où il y a un vrai enjeu, c'est que oui, c'est un enjeu d'éducation, un enjeu de formation, et puis un enjeu de positionnement réglementaire. Là, on a vraiment une infrastructure institutionnelle qui en fait risque de bloquer ce développement. C'est sûr que c'est-à-dire lorsque vous regardez en détail les directives et les règlements qui sont mis en place au niveau européen, on sait que ça va être beaucoup plus difficile de développer des grosses IA. On a déjà le Digital Markets Act et le Digital Services Act qui empêchent d'avoir des géants. Là, vous avez un IA Act qui est compliqué, l'Artificial Intelligence Act. On complique l'existence en Europe et du coup en France aussi. Par volonté de sécurité et de créer une norme mondiale, oui, on rend quand même beaucoup plus difficile la diffusion de cette innovation. Donc c'est sûr que par rapport à des Américains qui sont moins sur ces sujets-là, on prend du retard. Les Chinois et les Indiens aussi, en fait. Sur cela, moi, j'ai testé toutes les IA. C'est un de mes sujets de recherche. Je suis pas du tout sûr que la vraie révolution de l'IA, elle arrive par la Chine. Ouais. Je pense que la Chine, je pense que la Chine sera toujours la prochaine puissance économique, mais ce sera la prochaine, pas la présente. Frédéric Salabarou. Je crois que c'est intéressant que vous nous permettiez de parler de ce sujet. D'abord, il faut le regarder sur ces deux volets. Il y a un volet développement économique qui est important, et puis il y a un volet social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser la société se fracturer, ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que tout le monde puisse être accompagné et y participer. Parce qu'elle a déjà été fracturée, c'est ce que vous expliquez sur l'industrie, ça a été le cas, donc recommençons pas. Avec du coup le développement des extrémismes et du populisme. Et des pays comme Singapour font les deux, parce que eux intègrent cette dimension technologique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est ouvert. Vous avez raison. Et d'ailleurs, le président de la République sur l'IA, on peut le critiquer sur d'autres choses, il est dans son rôle quand il pousse ça. Et c'est profondément ouvert. Moi, il y a des choses qui m'ont frappé. J'ai été regarder la conférence de presse du lancement de Stargate aux États-Unis. Stargate, c'est-à-dire, c'est Trump qui fait venir OpenAI, SoftBank et le patron d'Oracle. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a des centaines de milliards qui sont mis sur la table, mais avec une logique, même à la cour de Louis XIV, quand le patron d'Oracle s'exprime vis-à-vis de Trump, ça ne se passait pas comme ça. Il y a une sorte d'idée que c'est la masse financière qui va dominer et de rapport au pouvoir. Quand on lit l'interview dans la presse chinoise, puisque maintenant on peut tout faire traduire, du patron de DeepSeek, on se dit que les Américains sont pas rendus. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une vision consistant à dire nous les Chinois maintenant c'est terminé, on a trop voulu suivre les Américains pour faire de l'argent très vite, maintenant il faut qu'on innove. Ouais. Il explique leur approche, donc c'est pas par hasard que DeepSeek a ouvert quelque chose de différent. Et puis, il a cette phrase formidable, moi, que j'aimerais qu'on prononce en Occident et en France. Il faut être
follement ambitieux, il faut être follement sincère. Donc quand tu vois les deux images, tu te dis que l'idée que les États-Unis vont tout écraser, ils y sont pas. Et deuxièmement, il y a la France. La France a d'énormes atouts. La qualité de sa formation, Mistral est quelque chose d'important. Donc, à cet instant, tout est ouvert, mais il ne faut pas rater ce virage-là. Tout est ouvert, ça veut dire qu'il faut y aller. Il faut y aller. On n'a pas trop de retard. Nous, non, la France l'aura. Mais ça peut aller très vite. Et il faut y aller. Non pas en pensant à ceux qui vont être les vainqueurs de ça, il en faut, c'est formidable, Mistral, d'autres, que les gens s'enrichissent, mais attention, c'est-à-dire la France, c'est pas n'importe quel pays. Si on laisse sur le bord du chemin l'autre moitié des classes moyennes, c'est un pays qui s'en relèvera pas. Ça fait partie aussi de ces messages que vous donnez. Il faut avoir cette logique d'égalité des chances et de modernité. C'est un pays particulier, la France, hein, c'est pas n'importe quel pays en Occident. Mais qui est petit, en fait, à l'échelle, évidemment, de cette bataille, même si elle a une qualité de formation, etc. Tu n'es jamais petit, et là, Pierre Bentata a raison, tu n'es jamais petit si tu portes un certain nombre de valeurs. Moi, j'ai vécu avec Jacques Chirac l'affaire de l'Irak. C'est un petit pays, la France. Sauf que c'est lui qui est devant, tu as la Chine derrière, l'Allemagne derrière, la Russie derrière. Et ça rejoint aussi votre livre, Pierre Bentata. Est-ce que aujourd'hui, la France a encore des valeurs qui peuvent rayonner en fait dans le monde? La France et l'Europe, par rapport justement à tout ce que l'on a pu imposer par le passé, parce que c'est ça en fait, quoi, aussi. Non, mais je pense que oui, c'est indéniable. En fait, d'un point de vue très pragmatique, il suffit de regarder chaque fois qu'il se passe quelque chose en France, la couverture internationale. Le monde entier nous regarde. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que nous, on s'en aperçoit pas. Mais là-dessus, Emmanuel Macron avait raison. Sur les JO, nous, on a eu des débats, il y a eu des divergences dans le pays, mais ça a été une réussite qui est incroyable. Ce qu'on a été capable de faire avec Notre-Dame, pareil. Là, ce qu'on fait avec Mistral aussi. Et je pense que fondamentalement, on se rend pas compte en réalité que notre triptyque liberté, égalité, fraternité, ça représente un récit collectif, un sens que le monde entier nous envie. Et on le voit aussi bien avec les flux migratoires que on le voit avec l'attente qu'il y a des Iraniennes, par exemple, à l'égard de la France. Là où ça va mal, on regarde l'Europe et on regarde la France. Ce qui est très étonnant, c'est que nous, on ait perdu ça de vue. Oui. Il y en a certains qui, dans le pays, et d'ailleurs vous l'évoquez en fait quand vous évoquez les territoires, dans le pays, il y en a certains qui n'ont pas l'impression qu'il y a ce rayonnement aussi fort, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont oubliés en fait des politiques. Eux souffrent en fait, ont du mal à boucler les fins de mois, se demandent en fait ce que sera l'avenir demain. Pierre Bentata, il faut voir ça quand même en face. Hein. Vous avez les gilets jaunes, c'est venu de là. Je le nie absolument pas. C'est toute la difficulté lorsque vous avez une transition qui nous amène dans une économie de la connaissance et qui en fait cette économie de la connaissance, une économie qui est fondée sur les services et sur le capital humain, elle fracture les sociétés. Là où avant l'économie industrielle permettait d'avoir un véritable ruissellement, ici vous avez une fracturation où globalement vous avez des grosses zones qui elles sont en contact avec le monde et le reste dont les grosses zones n'ont plus besoin. Est-ce que ça, c'est un signe de décadence? Je pense pas. C'est un problème purement économique qui implique des décisions politiques et une action politique. Et ça, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut aider. Quelles actions, Frédéric Salabarro? Alors, d'abord, on peut voir le rayonnement de la France, on peut être profondément patriote, mais là où il faut faire attention, c'est il faut pas être aveugle, il faut être réaliste. Et donc, cette idée que nous, parce qu'on est français, on sait mieux que les autres, donc il y a quand même des questions. D'abord, ce que vous dites, et c'est le cœur de la question politique, c'est-à-dire ce que j'appelle l'entrée en martyre des classes moyennes, c'est quelque chose qui est un problème majeur. La perte des emplois industriels, l'inflation, la difficulté de vivre, les vies qui se rétrécissent, ça, si on passe à côté de ça, ça finira comme les démocrates aux États-Unis, c'est-à-dire ils seront balayés. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir des atouts, mais il faut aussi se mettre en mouvement. Aujourd'hui, le budget 2025, on est heureux d'avoir un budget et le Premier ministre a fait son job. Mais il faut le regarder. C'est de la morphine. On est sur quelque chose où toute la baisse du déficit est en réalité par des impôts supplémentaires, exclusivement ce que dit la Cour des comptes. Et ensuite, on regarde les chiffres. Les dépenses publiques continuent à augmenter. 2,6% d'augmentation. 1,4% d'inflation. Donc attention, c'est-à-dire qu'on peut adorer le pays dans lequel on est, mais on ne peut pas vivre sous morphine. Moi j'ai un père qui était chirurgien, il y a des moments il faut opérer non pas pour faire mal, mais pour soigner. Et donc si on ne fait pas ça,
on a beau être ce qu'on veut, les Jeux Olympiques, machin, etc., on sombrera. Ouais. Allez, nous allons voir ça dans un instant avec vous, Pierre Bentata et Frédéric Salabarou, avec vos livres. Et s'il y a des réactions, alors c'est une discussion intéressante, on n'a pas forcément toujours immédiatement envie de réagir, mais vous le savez, c'est libre, radio libre, 0826 300 300, la vérité en face, jusqu'à 10h. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h, donc avec cette vision du monde et l'Occident. Est-ce qu'elle est en décadence ou pas? Pierre Bentata, Frédéric Salabarou, 2 livres que je vous conseille, que je vous recommande. C'est aux éditions de l'Observatoire. Je fais de la pub en fait au passant, mais bon, quand c'est de la bonne promo, on a le droit. Bon, et puis on verra ce que dit l'Arcom. Bien sûr. J'ai une question un peu provoque là pour cette fin d'émission, Pierre Bentata et Frédéric Salabarou. Est-ce qu'on a besoin, ce que disent certains, pas d'un Trump, mais d'un Musk à la française, pour bouger les choses au moment où on est dans une période où, vous l'avez dit vous-même, il faut se réveiller, se prendre en main. Pierre Bentata et ensuite Frédéric Salabarou. Vous citez vraiment le personnage qui est le plus ambigu qu'on ait en ce moment aux États-Unis. Si on parle de quelqu'un qui est un vrai entrepreneur, un vrai disrupteur, qui a une vraie vision de long terme, oui, on a besoin de gens comme ça. Si par contre on parle de quelqu'un qui maintenant abuse dans la confusion des gens entre l'économie et le politique, ce qui à mon avis sont 2 choses nécessaires, mais qui doivent complètement ça n'a jamais existé auparavant? Non, mais là on dépasse ce qu'on appelle le capitalisme de connivence. Quand vous avez quelqu'un qui parle à la place du président, qui a mis là une armée d'informaticiens pour essayer de faire des économies dont c'est maintenant qu'elles sont en grande partie fausses et qui en fait sont des attaques politiques, ça il faut pas. Il faut pas faire ce genre de choses. Mais quelqu'un qui représente une vraie vision, moi ce qui m'a vraiment frappé, on parlait de la campagne présidentielle aux États-Unis. Ce qui m'a vraiment frappé dans la campagne de Trump et Musk, c'est leur capacité à s'adresser à tout un pays là où les démocrates ont tenté d'avoir des communautés et de s'attirer le vote des communautés. Oui, c'était une erreur énorme. Bien sûr. Mais et c'est surtout cette capacité à donner une vision. C'est-à-dire que ça peut nous faire rire, mais dire voilà, dans 200 ans on est sur Mars, on va créer. Vous avez une vraie vision qui est capable de tirer la société et de donner un sens collectif. Là où c'est le défaut des démocraties libérales, qui sont que, puisque tout est fondé sur l'individu, il est difficile d'agréger. Il est difficile de créer du sens. Donc, de ce point de vue-là, Musk, c'est une bonne chose. Mais il faut garder, sans le côté politique et sans le côté manipulation de l'information sur les réseaux sociaux. Frédéric, attendez, auparavant ça existait plus ou moins aussi en fait. Pas avec la même force de frappe. Non, mais sur YouTube par exemple, vous ne pouviez pas publier ce que vous vouliez puisqu'il y avait en fait un certain nombre de critères et des cahiers des charges sur. Oui, mais on n'avait pas ici cette confusion des genres qui là est quelque chose qui est assez perturbant depuis quelques jours. Oui, non mais je comprends, bien sûr. Frédéric Salabarou. À cette question, bien sûr que non. Ce qui est bien expliqué dans le livre de Pierre Bentata, c'est que... Parlez de votre livre aussi, Frédéric Salabarou. Oui, mais parlons des autres. C'est que l'Occident, c'est des valeurs démocratiques, c'est la position de l'individu, et évidemment, ce dont on n'a pas besoin pour la politique, de voir se transposer les logiques de business qui n'ont rien à voir avec la logique du politique. Ce qui est essentiel, c'est un vrai retour du politique, c'est-à-dire d'avoir une vision qui parle aux classes moyennes, qui font une description de ce que doit être un projet, et c'est ça qui manque profondément. Par exemple, aujourd'hui, l'idée selon laquelle il faudrait une grande coalition, que tout le monde soit d'accord ensemble, qu'on mette des socialistes jusqu'à Retailleau, ça, c'est très exactement l'antithèse de ce qu'il faut, parce que ça ne peut déboucher que sur une chose, c'est-à-dire sur rien, puisque n'étant d'accord sur rien, le statu quo. Donc ce qui manque, c'est au contraire une vision politique. L'économique est important, la finance est importante, mais chacun est à sa place. Si on inverse les rôles, on va à la catastrophe. Et c'est vrai que le couple et le projet Trump-Musk est intéressant, mais ça finira mal parce que la politique... Vous croyez ? Bien sûr, la politique, c'est pas du business, c'est la même chose que l'Irak. La guerre en Irak, ça partait d'une idée juste. Pour qu'il y ait plus de 11 septembre, il faut qu'il y ait des démocraties partout.
Mais derrière, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le monde est beaucoup plus compliqué alors, que ça. à travers Trump et Musk, hein, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec eux, avec leurs attitudes, avec leurs idées, ils ont le don de réveiller, entre guillemets, l'Amérique. Et comme vous l'avez dit, hein, Pierre Bentata, d'aller vers un projet en fait collectif et de donner une vision. Aujourd'hui, en France, mais vous l'avez la vision, là non en France, en Europe, autour de qui, Non, mais vous proposez un enracinement dans les territoires. Nous, on propose un projet, c'est-à-dire de dire s'il y a une paralysie, c'est parce qu'en réalité, les niveaux de pouvoir tels qu'ils existent ne font pas ce qu'ils doivent faire et font le travail des autres. Et donc, l'idée, c'est de dire il faut que les territoires qui sont au mur prennent l'ensemble des services publics pour que le gouvernement puisse s'occuper de sécurité et de comptes et de réduction du nombre de normes, que le président fasse son job, c'est-à-dire qu'il s'occupe d'affaires internationales et de préparation de l'avenir, et que l'Europe fasse son job, c'est-à-dire ne pas produire de la norme, mais travaille sur la concurrence de puissance avec la Chine et les États-Unis. À partir de ce moment-là, on peut remettre les choses. Et après, le pays, il est à la fois en crise de blocage institutionnel et il est en dépression. Dans les territoires, la vie, on peut apporter une autre façon de vivre. Aujourd'hui, on vit mal dans les grandes métropoles. On ne sait plus quel est le sens du travail, la vie est difficile, c'est difficile de boucler ses fins de mois, on ne sait même plus quel est le sens de la famille, de la vie amoureuse, etc. Dans les territoires, on peut revivre différemment. Et le message avec Éric Cazan, c'est de dire on peut aussi, grâce aux technologies, aller vivre dans les territoires sans abandonner d'ambition. Oui, ce qu'ont fait certains d'ailleurs à travers après la crise du Covid, en se disant je vais donner du sens à ce que je fais et à ma vie. Par exemple, Pierre Bentata disait le projet d'aller sur Mars. Mais nous, on peut aussi avoir un projet de remise en mouvement de nos institutions, c'est-à-dire chacun fait le boulot qu'on attend de lui et ça marchera mieux. Et de l'autre côté, on peut se dire, en se replongeant dans notre identité, c'est-à-dire les territoires, mais j'aime mieux le mot terroir. Tous les pays ont des territoires, la France a des terroirs. On peut aussi avoir notre propre projet, qui n'est pas un projet passéiste, mais qui est un projet qui consiste à être dans le monde tel qu'il est et à s'enraciner dans notre identité. Bon, on termine par une note d'espoir, Pierre Bentata, alors. C'est pas fichu, c'est ce que vous dites un peu, quoi. Ah non, moi je pense que c'est pas du tout. Je pense que c'est pas du tout fichu. Je pense que il se dessinera un sens collectif et on peut débattre de plein de projets communs à partir du moment où on reprend conscience que on doit être fier de toutes les valeurs et du fonctionnement du système et qu'il y a qu'au sein de ce système-là que on va pouvoir améliorer les choses. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'il n'y a que dans un système démocratique avec un marché qu'on est capable de mettre le doigt sur tout ce qui nous embête et donc de réfléchir collectivement à la façon d'améliorer les choses. Oui. Écoutez, on verra. Et puis vous avez parlé des terroirs. Sud Radio, on avait le directeur du Salon de l'Agriculture il y a quelques minutes. La semaine prochaine, nous y serons évidemment pour plusieurs émissions spéciales en direct dès dimanche. Et puis moi, j'animerai un débat d'ailleurs mardi prochain sur l'agro-industrie dans les territoires. On a souvent tapé dessus et pourtant c'est fondamental évidemment pour donner de l'activité et le maintien aussi des activités dans ces territoires autour des agriculteurs et d'autres services qui sont en train de se créer. Nous verrons cela la semaine prochaine. Merci à tous les deux. Frédéric Salabarou, Révolution par les territoires, une réponse française aux défis du monde, et puis Pierre Bentata, La malédiction du vainqueur. Non, mais l'Occident n'est pas encore décadent, c'est ce que vous dites aux éditions de l'Observatoire. Dans un instant, Valérie Expert et Gilles Gansman. Merci beaucoup.